Et ce soir avec Elaya Partners, son cofondateur, Xavier Lazarus. Xavier, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Dans Tech & Co, vous partagez avec nous cette nouvelle d'un nouveau fonds que vous levez, c'est le 4e je crois, une grosse centaine de millions d'euros, ce qui porte votre encours total aujourd'hui à 250 millions. Et mon petit doigt me dit que c'est pas fini, mais bon, concentrons-nous donc sur cette nouvelle levée de fonds là, une grosse centaine de millions. Pourquoi faire et avec qui? Alors nous, ce que l'on va rechercher, c'est toujours à investir dans les startups. C'est notre métier depuis la création d'Elaya en 2003. L'early stage. L'early stage. Vraiment, et ce que l'on aime, l'amorçage. Voilà, le tout début de l'aventure. Exactement, c'est de rentrer le premier investisseur de grande taille institutionnel. Donc beaucoup d'amorçage ou des premiers tours, comme on dit, mais principalement quand même des prises de risque au moment où le produit se finit et le marché s'ouvre. Vous démarrez en 2003. On a démarré en 2003, largement avant la French Tech, quoi. Il n'y avait pas grand monde à l'époque. Oui, alors on sortait de la bulle de l'an Ouais. 2000, donc du coup c'était quelque chose d'assez visionnaire, donc très solitaire et très décrié. Bon, alors 115 millions aujourd'hui. Alors pour ceux qui vous connaissent pas encore, vous avez été au début de l'aventure Tids, racheté récemment par Altis, maison mère d'SFR et donc de BFM. Donc Tids dans la pub, Agriconomie, Criteo, on est avec eux ce soir, ou Sigfox dans l'Internet des objets. Donc que des belles histoires en devenir ou voilà qui sont déjà bien avancées. Votre marque de fabrique effectivement c'est l'amorçage, le numérique, hein, le digital. Alors souvent du B2B ou du B2B tout parce qu'in fine, il y a souvent un consommateur. Absolument. Nous, ce que l'on recherche, c'est des sociétés qui amènent une révolution technologique avant tout. Donc, on recherche de la propriété intellectuelle, de la complexité de produits, du logiciel. Et le grand public a beaucoup de mal à digérer une innovation comme ça. C'est plutôt les entreprises qui investissent, qui sont des acteurs rationnels, qui achètent. Et donc, ça s'exprime principalement par le B2B et le B2B2C. Et ensuite, c'est une façon assez forte de toucher à toute la révolution numérique, parce que finalement, au lieu de faire un média, on fait de la pub pour ce média. Au lieu de faire du e-commerce, on fait des outils pour le e-commerce. Et grâce aux data, grâce à tous ces sujets-là, aujourd'hui, on peut toucher toute la révolution numérique par l'outil. On lit toujours borne globale, hein, il faut se lancer mondialement. Et puis il y a tous ces contre-exemples de boîtes qui sont parties un peu dans le décor ou qui ont frôlé la mort parce qu'ils sont allés trop vite à l'étranger. Save récemment, réparateur de smartphones, racheté par un concurrent parce que voilà, c'est allé trop vite. Est-ce que justement vous faites attention là dans vos participations, dans vos startups, à leur dire attention, voilà, soyez bons déjà chez vous, un peu en Europe, et puis après on verra quoi. Alors, on a une ambition globale naturelle dans les startups que l'on vise. S'il n'y a pas d'ambition globale, on n'y va pas, les marchés sont trop petits, la France est là, c'est trop petit. Par contre, on a des étapes à suivre. Et une des étapes naturelles, c'est que le produit soit complètement dérisqué d'un point de vue technologique et que les premiers clients l'aient acheté. Si les voisins n'achètent pas, on peut toujours rêver que quelqu'un à 10 000 km l'achète, mais c'est pas évident. Donc, généralement, les marchés sont testés localement. Par contre, ce que l'on voit depuis peu, c'est que nos entrepreneurs ont plus peur du grand saut et ils partent directement aux États-Unis. Ils font plus l'Europe où ils la font depuis Paris. EasyJet a beaucoup aidé. L'Internet, ça permet d'avoir tout le monde. Mais la première filiale maintenant est aux États-Unis et sur la côte Est, autre nouveauté, parce que la côte Ouest c'est devenu trop cher. Donc ils préfèrent s'établir à New York et à Boston et à partir de là, directement attaquer le grand marché. Donc, premiers exemples là, de start-up avec ce nouveau fonds, donc Elaya Delta Fund, hein, je ne l'ai pas dit, 4e fonds donc, pour Elaya. Il y a Fretlink qui est venu nous voir récemment, une app qui met en relation les expéditeurs et les camionneurs, les transporteurs. Il y en a d'autres, hein, Realytics, l'analyse du retour sur investissement de la pub télé, de la pub qu'on voit à la télé classique. Les talents de la French Tech, là, on n'a encore rien vu, il y a encore beaucoup de choses dans le pipe selon vous? Alors il y a beaucoup de choses, on a un deal flow de l'ordre de 1500 sociétés chaque année revues, dont 80% relèvent de la French Tech largement, et on voit une amélioration forte du niveau moyen, c'est-à-dire que aujourd'hui on est plus limité par le temps et par nos moyens que par la qualité du deal flow. Principalement pour deux raisons. Là, de nombreux entrepreneurs, ils ont eu des échecs, ils se sont plantés, ils ont recommencé, ils commencent à avoir du succès. Là, ils reviennent pour la 3e, 4e fois. Et là, ils sont incroyablement bien préparés pour l'opportunité qui est devant eux. Mais on reste des nains par rapport à ces GAFA, à ces géants asiatiques. Oui. Sur quoi on peut performer demain, les être leaders? Alors, comme on a L'Oréal, LVMH au CAC, c'est quoi nos futurs là dans la tech? L'autre sujet pour moi, c'est qu'il y a une tech scientifique à nouveau, c'est-à-dire qu'on a une tech autour des data. Et les data, c'est pas juste de l'usage, c'est pas une value add, c'est la compréhension des data, et ça, ce sont des maths. Et la culture française, l'éducation on est bon là-dedans historiquement, on est pas mauvais. Les banques, on les a envoyés là-dedans. On peut encore faire mieux. Les maths. Voilà, les élites sont très bien formées. Et alors, c'est pas une génération spontanée. Ces matheux, et avant, ils partaient juste faire des modèles chez Goldman Sachs ou
travaillaient sur les avions d'Airbus. Maintenant, ils font des startups et ils font du machine learning, etc. Et là, je pense qu'on a quelque chose à apporter. Et on voit finalement qu'un des pionniers de tout ça, alors on n'appelait pas ça machine learning, on n'appelait pas ça des maths, mais c'est Criteo. Et Criteo aujourd'hui, c'est la 3e plus grosse boîte de pub mondiale technologique, juste après Google et Facebook. Même C'est la seule boîte. ça vaut 3-4 milliards. C'est Ça génial. vaut 3-4 milliards parce que le marché est mal valorisé. Google, ça vaut 400. Ça vaut 400, Ouais. mais on va dire qu'aujourd'hui, ça vaut 3-4 milliards, mais c'est une boîte saine et rentable sur laquelle on peut faire une plateforme d'acquisition. Ce qui manque, et chez Criteo, ça sera, je l'espère, pas le cas, c'est une culture d'entrepreneuriat à plus de niveau. Ce qui fait que les GAFA deviennent les GAFA, c'est qu'elles ne sont pas dirigées par des managers, elles sont dirigées par leurs propriétaires, les entrepreneurs. Et jusqu'à sa retraite, un Bill Gates se comportait comme un entrepreneur qui regardait sa compétition, quand on était malade, qui voulait grossir, etc. Et je pense Ce qui nous manque alors, des entrepreneurs Ce qui nous fondateurs manque- qui vont rester jusqu'au bout Ce et qui pas nous- revendre au bout de 3 ans, 5 Voilà. ans de participation. Même Exactement. si on leur jette pas la pierre. Mais il faut pas que ça. Alors c'est bien aussi parce que des fois il faut participer à des projets plus grands et quand on parle aux gens de Tids, ils vous disent pas j'ai pris du cash et je suis parti. Ils nous disent on va faire 1 milliard de chiffre d'affaires parce que maintenant on va avoir l'échelle et on va avoir les moyens et on passe à l'étape d'après. Donc l'acquisition n'est pas forcément un mal en soi. Par contre ce qu'il faut aussi c'est des plateformes d'acquisition. C'est-à-dire des gens justement comme Altis qui utilisent ces moyens pour grossir et à la fois regrouper des startups faire plus gros. Faut pas oublier que les Google et autres ils ont créé un produit, ils ont acheté les autres. Vous, en tant qu'investisseur, vous préférez quoi, les exits, comme ça au moins c'est réglé, on vous rachète vos parts, vous faites x2, x5, x10 la mise. On a été très patient avec Criteo en bourse parce qu'on avait une confiance totale dans leur capacité à exécuter leur plan. Et je peux pas donner de chiffres, mais une part non négligeable de la plus-value vient du fait qu'on a été patient et qu'on a vendu plutôt au fil de l'eau que massivement dès que la fenêtre de tir était ouverte. Xavier Lazarus avec nous ce soir et Laïa Partners avec ce nouveau fonds, 115 millions d'euros. Il y aura, je crois, un autre closing. Vous allez peut-être continuer à lever auprès On peut aller jusqu'à 150 et on ira vraisemblablement facilement là-bas. Et qui, on l'a pas dit, mais qui rentre là-dedans, des family office, des Alors on a il y a de l'argent public, c'est-à-dire il y a l'Europe, il y a le FEI, il y a la BPI, mais il y a beaucoup d'argent privé, massivement, une très grande majorité, avec des assureurs, des fonds de pension, des gens qui investissent très long, mais aussi des familles industrielles qui ont beaucoup réussi, et aussi des gens, nos entrepreneurs qui ont vendu leur première boîte et commencent à vouloir investir. Les business angels, les nouveaux business Exactement. angels. Merci beaucoup Xavier, à très vite Merci sur BFM Business.